bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal des arts, des spectacles et du lifestyle. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la dernière prouesse de Karl Lagerfeld. Pour mettre en avant la collection des métiers d'art, il a réalisé un film intitulé Réincarnation, très Bavière attitude, Autriche, style, vous le voyez à l'image, dans lequel Pharrell Williams et le top modèle Cara Delevingne incarnent un couple de rêve, mais seulement la nuit. Dans ce journal, également, focus sur les beaux livres de Noël, parmi eux 100 chansons censurées, c'est dur à prononcer mais c'est beau à voir, Johnny, Juliette, Gréco, NTM ou encore Jacques Brel. Pourquoi et en quoi les paroles de ces chansons étaient-elles licencieuses? Et puis nous resterons dans la musique avec notre focus. Plus de 40 professionnels de la musique venus des 4 coins du monde sont venus en Israël. Objectif, repérer, préacheter la future pépite qui fera les grandes heures de leur show. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à nos programmes. Alors, à l'approche des fêtes, les maisons d'édition proposent les traditionnels beaux livres. Et parmi eux, il y en a un qui est édifiant. Il est titré « 100 chansons censurées », ce qui est très difficile à prononcer pour les journalistes. C'est un livre qui raconte des anecdotes sur une centaine de tubes, des morceaux qu'on a tous entendus dans les années 60 notamment, mais pas que, et qui ont été interdits et censurés. Alors, nous sommes avec Emmanuel Pierrat. Bonjour Emmanuel. Vous êtes le co-auteur de ce livre qui nous replonge un peu dans le XXe siècle, on va dire, des paroles politiques, sexuelles, antireligieuses, diffamantes. Une chanson qui dérange aujourd'hui, c'est quoi? Une chanson qui dérange, c'est une chanson qui s'intéresse à un des sujets de notre société, un de ses peurs, un de ses fantasmes, la sexualité, la religion, la guerre, le pacifisme. Voilà, tout fait beaucoup peur, tout fait très peur ou dérange. Donc, ce n'est pas une chanson d'amour extrêmement simple et banale. Alors, dans les 100 tubes que vous avez sélectionnés pour ce beau livre, on les connaît presque tous. Le premier, je voudrais qu'on en écoute un court extrait. Nous sommes en 67. C'est Juliette Gréco, Déshabillez-moi. On va en passer un tout petit bout. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Voilà, alors on est en 67. Pourquoi, Emmanuel Pierrat, pourquoi cette chanson a-t-elle été censurée, a-t-elle posé des problèmes? Elle est problématique parce qu'on est en 1967, comme vous le dites, c'est-à-dire un an avant 1968, et une sorte de libération des mœurs, une libération sexuelle. Et que Juliette Gréco était déjà, par ailleurs, dans la ligne de mire des censeurs pour avoir, depuis au moins à cette époque-ci, pratiquement 15 ans de carrière avec autant de chansons sulfureuses à la clé. Alors, Emmanuel Pierrat, il n'y a pas que la France qui était coincée à l'époque. L'Angleterre aussi a fait preuve de pudibonderie. Dans votre livre, on voit notamment la chanson du groupe The Cure avec, c'était en 1978, la chanson titrée « Killing an Arab ». C'était un très, très gros malentendu. Oui, Killing an Arab, c'est une chanson des Cure qui fait hommage, qui fait appel aux références directement à l'étranger d'Albert Camus. Donc, c'est une chanson sur l'antiracisme, en réalité, sur la bêtise du racisme et sur l'antiracisme. Et qui reprend en refrain Killing an Arab, Killing an Arab. Et évidemment, l'Angleterre des censeurs ne lit pas au-delà d'un premier degré et prend cela immédiatement comme un appel au meurtre racial, ce qui évidemment est un très 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 grand malentendu. Et c'est ainsi que le titre sera interdit de diffusion sur la BBC pendant de très nombreuses années. Ce que Robert Smith, le chanteur, vivra très difficilement. Ce qu'il pensait être un hommage à un grand livre se retourne finalement à une censure très bête. Alors c'est drôle quand même de se dire qu'en France, notamment jusqu'en 1980, il y avait un comité d'écoute de la radiodiffusion qui pouvait interdire des chansons à la radio. Est-ce que ça a été le cas de la célèbre chanson « Je t'aime, moi non plus » en 69 ? Oui, bien sûr. Il y a le comité de censure, parce qu'il faut l'appeler comme par son vrai nom, c'était un comité de censure de la radio, permettait donc d'écouter les disques. C'était des gens qui n'étaient ni artistes, ni créateurs, ni musiciens, qui représentaient la famille, différentes grandes organisations, et puis les ministères de l'éducation, et qui se penchaient sur les chansons en essayant d'y trouver la clé cachée quand ils pensaient y en avoir une, et qui décidaient ensuite d'interdire de diffusion à la radio les chansons, et au mieux de les autoriser à partir de 22h.
autrement dit fait commercialement. Et il y avait ensuite un grand coup de tampon qui était posé sur les disques, en plein milieu, sur la petite galette centrale, au milieu du vinyle, et qui fait qu'aucun programmateur de radio ne pouvait les prendre dans cet enfer de Radio France sans apercevoir tout de suite, ou de l'ERTF, sans apercevoir tout de suite le tampon interdit à la radio. Voilà. Interdit après 22 heures, et on apprend dans votre livre que parfois aussi c'était interdit après minuit. C'est un peu l'équivalent de parental advisory maintenant dans les morceaux anglais. Alors, on a vu récemment dans l'actu Emmanuel Pierrat des histoires de paroles douteuses, de procès. Vous êtes avocat, hein, vous êtes écrivain, mais vous êtes un avocat célèbre à Paris. Vous êtes spécialisé dans le droit et le droit d'édition. Est-ce que les chansons interdites aujourd'hui le sont pour les mêmes raisons qu'à l'époque ? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de grands chanteurs à texte. Il faut aussi, on a changé d'époque. Nous n'avons plus affaire à Jean Ferrat ou même à Serge Gainsbourg qui, d'un seul coup, s'en prennent au militarisme et aux bonnes mœurs. La chanson aujourd'hui subversive, entre guillemets, ou contentieuse ou litigieuse, c'est le rap essentiellement. Oui, on a notamment dans votre livre un exemple avec, en 1993, J'appuie sur la gâchette de NTM, par exemple. Qui porte, on va dire, des valeurs, entre guillemets, valeurs avec beaucoup de guillemets, largement différentes. C'est-à-dire que c'est plutôt des appels à la haine, à la violence, au sexisme, à l'homophobie, enfin bref, il y en a un peu pour tout le monde, et éventuellement du cassage de flics, donc de la haine anti-policier. Voilà, donc ça donne une autre connotation par rapport à ce qu'a été les grands chanteurs. On est très loin de Georges Brassens et des frères Jacques. Hein. On va terminer, vous avez exactement 15 secondes, on va terminer cette interview avec vous. Pourquoi Johnny Hallyday, le chouchou des Français en 70, a-t-il été presque banni avec Jésus-Christ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Encore les grands malentendus religieux, comme d'habitude. Dès que vous évoquez le nom d'un être divin ou supposé comme tel dans une chanson, vous êtes sûr de vous contenter la moitié de la planète qui ne pense pas exactement comme vous. Merci Emmanuel Pierrat, co-auteur avec Aurélie Sfez du beau livre 100 chansons censurées aux éditions Houellebecq. Je l'ai prononcé correctement. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. On va quand même rester dans la musique, mais sous un autre angle. Pour qu'un jeune artiste soit connu, il faut qu'il soit vu. Et pour qu'il soit vu, il faut qu'un directeur artistique jette son dévolu sur lui. C'est exactement ce qu'ont fait une quarantaine de producteurs internationaux. Ils sont venus en Israël faire leur marché. David Gombin et Pazit Dank ont suivi l'un d'entre eux. L'idée est simple, nous avons en Israël des musiciens fantastiques, mais ils n'ont pas assez de scènes où se produire car nous sommes un petit pays. Programmateurs, directeurs artistiques, producteurs, ils sont une quarantaine qui viennent des 4 coins du globe. Le japonais Makoto Miyanogawa, le tchèque Martin Koza ou encore le kényan Aaron Kimatirimbui. Ils représentent la crème des festivals musicaux mondiaux. Parmi eux, un anglais, Ben Mendelssohn. Une personnalité respectée dans ce petit milieu. Il compte aussi parmi ce petit groupe de professionnels qui, en 1987, a inventé le terme de world music. Chaque année, il organise le WOMEX, le plus important salon professionnel de world music. En Israël, il vient faire ses courses en quelque sorte. Son objectif, découvrir la future pépite qui va faire les plus belles heures des festivals européens. La pépite, c'est peut-être lui, le pianiste israélien Gadi Stern avec son groupe Shalosh. Il est un peu impressionné de passer ce que l'on pourrait qualifier de casting pour un concert à l'international. D'après ce que j'ai lu de lui, c'est une personne importante, pas seulement dans l'industrie musicale, mais il possède aussi cette aura d'une personne qui a roulé sa bosse et qui a fait pas mal de choses. Devant une telle variété d'artistes, Ben Mendelssohn doit faire des choix. Il y a toute une série de critères que l'on recherche. Par exemple, une attitude pro, un côté artistique original, de la créativité, quelque chose ayant de l'esprit. Je ne veux pas utiliser constamment mon intellect, mais plutôt mon sentiment. Quel nom aura-t-il retenu sur son ticket de caisse à la fin de son marché? Après 4 journées intensives d'emplettes, a-t-il d'ores et déjà sélectionné des groupes pour le WOMEX 2015 qui se tiendra à Budapest? Cela, nous ne le saurons pas. Éthique professionnelle oblige. Israël est un tout petit pays, sa scène culturelle est secouée par les guerres, affaiblie par les conflits, ébranlée par le boycott.
Depuis 4 ans, organiser un tel événement et inviter des personnalités du monde entier est donc ici plus qu'un challenge, c'est une preuve de vitalité. Je pense que ce n'est pas seulement sa présence, je pense que lorsque les gens apprennent qu'il est là, ça donne une certification de sérieux de plus à ce projet-là. Avec sa mosaïque de styles différents, la musique Made in Israel se porte décidément bien. Un jugement validé au fut des invités se bousculant aux portes. Ben Mendelsohn le premier. À suivre, Pharrell Williams en groom pour les défilés métiers d'art de Chanel et puis les plus beaux films de peinture. Mais en attendant, une expo qui peut faire choc. C'est le highlight de David Gombin. En pleine crise politique et civile à Jérusalem, voilà une expo qui peut faire polémique. La vieille ville, racontée et montrée d'un point de vue palestinien. Des photos qui montrent des émeutes, échauffourées et combats, mais aussi des scènes de la vie quotidienne. On doit cette expo à Hicham Al-Jarabi, chercheur en histoire de la photographie à l'université d'Al-Quds. Depuis 22 ans, il a collecté des photos de la capitale, amis, famille, photographes et Internet. Toutes les sources sont bonnes pour documenter cette ville extraordinaire. 162 clichés pour une histoire moderne de la ville sainte, c'est à l'université Al-Quds de Jérusalem. Direction l'Autriche maintenant, ses châteaux, son empereur François-Joseph, Sissi et Karl Lagerfeld pour le lancement de la collection des métiers d'art qui vient d'être révélée à Salzbourg. Eh bien, le directeur de la maison Chanel a réalisé un film absolument magnifique titré Réincarnation. On y voit le chanteur Pharrell Williams et puis le top modèle Cara Delevingne qui la nuit se transforme en couple royal et qui le jour sont l'un femme de service et l'autre un groom d'ascenseur. On regarde un extrait. No beer now. Okay. It's too early. Hey, no. Hello, how are you? Want to have a tea, right? What's your room number? Welcome. Hello. This is Fernand. Pleasure. Please come in. Sit down. 5. Wait. Of course. Thank you. Alors dans ce film réalisé par Karl Lagerfeld, vous l'aurez peut-être reconnu, l'actrice Géraldine Chaplin incarne Mademoiselle Chanel et on y découvre comment elle aurait été inspirée pour créer cette fameuse veste. Le chanteur Pharrell Williams a composé une chanson pour ce film. La chanson est titrée Sissi World. C'est un jeu de mots sur Sissi, l'impératrice, et les deux C de Chanel. Allez, on en écoute un extrait parce qu'on ne peut pas résister. Pharrell Williams, on adore, vous aimez Laetitia? J'adore. Bon, ben voilà. Alors, avec vous, à l'occasion de la sortie du film Mr. Turner, on va parler de l'influence au cinéma de la peinture. Tout à fait, Mr. Turner, donc ce film sur ce peintre britannique J.M.W. Turner, qui est mort en 1851, qui était un peintre prééminent de la Royal Academy of Art, qui a donc inspiré un de nos plus talentueux réalisateurs britanniques, le réalisateur Mike Leigh. Du coup, quand on s'intéresse à la peinture et à l'art, on se rend compte déjà que la plupart des grands réalisateurs se sont penchés sur le sujet, de Orson Welles à Hitchcock en passant par Renoir, Godard, et ce sont tous, même les acteurs devenus réalisateurs comme Ed Harris, se sont tous laissés inspirer par la peinture. En vérité, le cinéma, qu'est-ce que c'est? C'est juste, qu'est-ce que c'est pas juste, mais ça serait, on peut dire de manière assez poétique que c'est une série de différents tableaux qui sont mis en action. Les uns à côté des autres. Ouais. Les uns à côté des autres. Du coup, en regardant certains films dont
Psychose de Hitchcock justement. Je me suis rendu compte, et beaucoup de gens se sont rendus compte certainement, que cette maison, cette maison très très célèbre, eh bien, est elle-même inspirée d'un tableau. C'était le tableau de Edward Hopper qui s'appelait La Maison, qui s'appelle d'ailleurs toujours La Maison près de la voie ferrée. Et puis c'est pas le seul Hitchcock à s'être inspiré de tableaux. Oui. Jean Renoir qui s'est bien évidemment inspiré de tableaux de son père Pierre-Auguste Renoir pour faire son film une partie de campagne. Alors plusieurs plans sont très ressemblants au tableau de son père. Voilà, c'est très joli. Pareil pour Terrence Malick, qui est lui, dernier exemple très court. Dernier exemple, donc Terrence Malick, qui lui est connu pour faire des films peinture, hein, c'est comme ça qu'on décrit son cinéma, et qui lui s'est aussi inspiré de la même peinture que Hitchcock, avec cette maison, donc la maison près de la voie ferrée, et un autre jour. Voilà. Un autre jour. Merci Laetitia, pardon de vous couper à chaque fois. On se retrouve demain à la même heure, promis, la semaine prochaine vous revenez. À demain pour la même heure, la même émission, et juste après c'est l'info qui continue sur i24 News.